Bonjour et bienvenue dans le programme culturel du mois de mars. Alors au programme, deux films, une série et un documentaire. Et bien sûr, en fin de programme, je vous dirai ce que je suis en cours et ce que j'attends peut-être en avril. Alors sûrement, évidemment, la deuxième saison de Andor sur Disney+, parce que j'avais adoré la première, et inutile de vous dire que c'est la seconde en fait, parce qu'il n'y aura pas de troisième, ils l'ont annoncé. Euh, Puisque ceux qui ont vu Rogue One, hein, voilà, excellent film de Star Wars, hein, contrairement à certains, ils savent ce qui est arrivé à Cassian Andor. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par le film qui est le coup de cœur du mois. Sachant que je l'avais vu au printemps dernier, donc en avril 2024, au cinéma, que j'avais énormément aimé. J'étais sortie un peu groggy parce que je l'avais trouvé très pertinent, anxiogène, mais très pertinent et véritablement très actuel dans l'histoire, dans les déroulés de ce qui se passait. Et malheureusement, les élections aux États-Unis en novembre, nous ont donné un petit aperçu de ce qui pourrait arriver un jour. Donc vraiment, le film s'appelle Civil War, donc de Alex Garland. Alors, le résumé est hyper court. Ils disent une course effrénée à travers une Amérique fracturée qui, dans un futur proche, est plus que jamais sur le fil du rasoir. Bon, avec ça, débrouillez-vous. Hein. Alors, il faut dire quand même que j'étais allée le voir, principalement parce que j'avais vu que c'était Alex Garland, mais surtout parce que je suis vraiment une fan de Kirsten Dunst et que j'aime beaucoup cette actrice, que je trouve lumineuse et que généralement, c'est assez rare qu'elle me déçoive. Un peu comme Carey Mulligan, très rare qu'elle me déçoive. Donc forcément, il y a des gens comme ça qui vous font aller au cinéma. Alors là, le regardant, donc je l'ai vu sur Canal+, je confirme mon coup de cœur du printemps dernier et du fait que c'était vraiment un film sublime. Alors c'est vrai que l'année dernière, j'ai recherché, je ne l'ai pas signalé, ce qui est assez étrange, mais après quand j'ai vu mes petites notes, parce que dans mon bullet journal, je dis pour si j'ai aimé, pas aimé, puis s'il y a quelque chose qui m'a... j'avais noté comme Dune à revoir pour confirmation d'avis. Voilà, parce que quelquefois, ça m'arrive, je sors d'une salle alors, où j'ai été déçue, où j'ai adoré, mais il y a quelque chose qui me tripote, enfin qui me titille, vous voyez ce que je veux dire. Et pareil pour Dune, en fait, le premier, le 2 d'ailleurs, même combat. Le premier, j'étais sortie vraiment en me disant ah ouais d'accord, voilà, ça c'est fait. Voilà. Visuellement, il était magnifique, mais il y avait quelque chose. Et quand je l'ai vu après sur Canal, au casque et dans un écran plus petit, on va dire, j'ai revu mon avis. Voilà. Donc celui-là, pareil. Donc je suis sortie, vraiment, j'étais très très emballée, mais je me suis dit, il faut que je le revoie. Parce qu'il y avait des scènes que j'avais vues, mais qui étaient un peu dans la pénombre et que je voulais absolument revoir. Je vous le dis tout de suite, c'est un film magnifique. Alors, on est aux États-Unis, dans un futur proche, comme ils le disent. Alors, de plus en plus vraisemblable, hein, malheureusement, depuis l'arrivée du trio infernal Trump, Vance et Musk. Ah oui, il faut pas se cacher. Là, on a droit au trio infernal. Hein. Dans un pays fracturé, donc dans le film, et dans la vraie vie aussi, mais voilà, et qui est au milieu d'une insurrection populaire, puisque certains États ont fait scission avec les États-Unis en mode écoutez, nous on est libre, hein, voilà, on se déclare indépendant face à un président qui prône une sorte de dictature parce que c'est allé trop loin et qu'il estime que c'est comme ça. Donc en fait, on se retrouve dans un pays où l'armée lutte, l'armée gouvernementale lutte contre des États internes, hein, donc style la Californie qui s'est carrément rebellée et qui fait une guérilla urbaine contre l'armée régulière. Voilà. Donc
On arrive dans ce contexte-là. Et nous, on va suivre Lee, qui est une photographe de guerre, donc qui est interprétée par Kirsten Dunst, son collaborateur, un vieux journaliste qui est revenu de tout, et qui en gros se dit bah ouais, c'est une bonne idée, je viens avec vous, parce qu'il décide de traverser les lignes de front, et donc les zones de guerre, pour aller à Washington, pour pouvoir interviewer le président afin de lui demander des comptes, tout simplement. Parce que bah, ça part en cacahuète partout. Au début de leur chemin, de leur road trip, on va dire, ils vont croiser une jeune fille qui est une apprentie photographe qui veut absolument devenir photographe de guerre et qui va s'incruster littéralement contre l'avis du personnage de Lee, qui au début n'est pas du tout chaude pour récupérer une gamine dans le road trip, sachant qu'ils risquent leur vie à tout moment, et qui va, cette jeune femme, découvrir la triste réalité non seulement de la situation dans laquelle se trouve le pays, mais aussi les arcanes de la photographie de guerre, ou en tous les cas la photographie d'événements sanglants, puisqu'elle va apprendre à ses dépens aussi que quelquefois, pour faire une bonne photo, il faut mettre ses sentiments de côté, et il faut peut-être montrer l'horreur tout en étant au bord du vomissement. Voilà. Et ce film, alors je vous le dis tout de suite, hein, si en ce moment la situation actuelle vous angoisse, vous stresse, vous met dans tous vos états, abstenez-vous de voir le film, hein, parce que c'est un film qui est quand même assez anxiogène, qui est parfaitement bien réalisé, bien filmé, bien monté, bien interprété, mais il est anxiogène. Et il y a des scènes qui sont quand même, voilà, qui sont compliquées à voir au point de vue, on va dire, vision d'horreur. Voilà, ce qui pourrait très bien arriver en plus, hein, donc voilà, en plus c'est vraiment des scènes qui se passent dans tous les pays qui sont en guerre, notamment en guerre civile, mais en tous les cas en guerre, donc il n'y a pas de choses plus abominables qu'un pays en guerre et des gens qui se font la guerre, puisque voilà, et c'est vraiment un film qui est traité comme un road movie, qui donc traverse les champs de mines, les excités du bocal, hein, ah bah si, il y en a, des villes refermées sur elles-mêmes et donc limite avec des miradors, des idéalistes qui pensent qu'ils peuvent changer le monde, ça, les pauvres, c'est eux qui prennent les balles en premier, enfin les pauvres, quelquefois il faut aussi être pragmatique, hein. Il y a des insurgés qui ont raison, d'autres qui n'ont pas raison, selon le côté sur lequel vous vous posez. Des patriotes qui deviennent trop patriotes et qui deviennent complètement barges et qui, en gros, s'arrogent le droit de vie ou de mort sur tout le monde. Des assoiffés de sang qui, effectivement, décident, bah non, en fait, sont véritablement des tarés. Hein, voilà. En fait, il y a toute la ligne de l'humanité qui se révèle dans une guerre. C'est-à-dire que nous, on en a connu sur notre sol. On le sait très bien, c'est en temps de guerre que la vraie personnalité des gens se révèle. Parce que c'est là où vous devenez, un soldat assoiffé de sang, soit vous vous battez par principe, par idéalisme, par conviction, ou vous mettez la tête dans le sable, ou vous vous planquez, ou vous résistez, ou vous collaborez, enfin vous faites un peu ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Et là, le film donne vraiment à voir ce côté fin du monde actuel, et surtout, parce que c'est ça le fil rouge, la quête de vérité à tout prix des journalistes, et c'est aussi une ode aux journalistes de guerre et aux photographes de guerre qui veulent montrer au prix de leur vie, et ils le savent, la vérité, la réalité, vraiment. Alors il y a des scènes de guérilla qui sont absolument formidables, et tout d'un coup des pauses un tout petit peu plus respirables. Ouais, il en faut, hein, sinon vous arrêtez de respirer pendant au moins 2 heures, parce qu'en fait les pauses respirables sont d'autant plus émouvants qu'on sent
l'horreur derrière, et du coup ça devient terrifiant pour l'avenir, et alors dans le film, et ce qu'on voit à l'extérieur aussi, parce qu'on se dit, merde, voilà, Kirsten Dunst est, on va dire, pas maquillée. Enfin, au cinéma, on l'est toujours un tout petit peu, mais je veux dire, elle est pas maquillée comme d'habitude, elle est vraiment limite brute de décoffrage. Elle est à la fois volontaire, mais complètement désabusée, parce qu'elle a couvert tellement de zones de guerre que, un peu plus, un peu moins. Elle est téméraire, mais elle est prudente. C'est ce qu'elle essaye d'inspirer à cette jeune fille en lui expliquant au début, vraiment elle veut pas, mais après elle comprend, parce qu'il y a une scène assez difficile pour cette jeune femme, et même pour nous d'ailleurs, hein. Mais voilà, et c'est à ce moment-là qu'elle commence à lui apprendre les rouages, qu'elle lui apprend à maîtriser, à voir, à regarder au-delà de sa lentille, au-delà de ce qui se passe autour, etc. Et elle est absolument sublime, Kirsten Dunst. La dernière scène, enfin une des petites dernières scènes, enfin les 3 dernières minutes du film, il y a une scène où honnêtement ça m'a brisé le cœur. Au cinéma, je pense avoir couiné, enfin, ou crié, en disant « Oh non !» Mais là, devant l'écran, je me suis dit « Ouf !» Voilà, j'étais à la limite d'éclater en sanglots. C'est un film aussi qui parle de la presse, écrite ou visuelle. Et honnêtement, c'est aussi, et c'est la vérité, voilà, c'est aussi un plaidoyer pour les journalistes, les vrais, hein, pas ceux qui font des fake news et qui font du misérabilisme ou du popularisme ou tout ce que vous voulez comme conneries, qui finit en isme généralement, voilà, ou en iste. Vraiment la presse, la vraie presse, celle qui va vérifier les sources, qui coupe ses sources, qui protège ses sources aussi, voilà, qui vérifie les faits, qui n'imprime pas n'importe quoi, ou en tous les cas qui ne diffuse pas n'importe quoi non plus. C'est le seul levier contre toutes les tyrannies, contre les dictatures, parce qu'il est difficile de le faire entendre des fois de nos jours avec tout ce qu'il y a comme fake news, comme transformation des images avec l'IA, même avant, hein, avec Photoshop, hein, ça commençait déjà bien avant, mais enfin bon, ça s'améliore pas désormais, puisque maintenant, plus ou moins Photoshop, bon, c'était des images figées, maintenant c'est carrément des voix on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et puis on le voit dans certains pays du monde, hein, quand la presse est plus ou moins tenue à distance ou écartée. Alors bon, on parle pas de nos amis, de notre ami Vladou, hein, non, enfin là on est au-delà de, on est au-delà de la presse là quand même. Voilà, là on est carrément, voilà, on est carrément dans une dictature, hein, quand le pouvoir en place impose aux journalistes de dire des trucs. On est bien d'accord avec la question. C'est en train de devenir ce genre de truc aux États-Unis, quand vous voyez que, par exemple, ils ont viré des journalistes de presse à la Maison-Blanche, alors qu'il y a toujours eu ce système-là de journalistes qui venaient reporter et suivre le président. Là, ils ont carrément dit non, non, c'est nous qui allons décider de vous donner ou de dire des trucs. Ok, donc ça s'appelle une mini-dictature, en tout cas de presse. Et quand vous savez que la presse est le seul rempart, plus ou moins, entre guillemets, pour les libertés individuelles des individus d'un pays, voilà. Alors heureusement, il y a certaines chaînes américaines et certains journaux indépendants, voilà, qui tapent où ça fait mal, et qui ont raison. Et certaines émissions, enfin chaînes de télévision qu'on voit un petit peu tourner kazakh. C'est pas mal non plus d'avoir un autre rempart quand même de temps en temps. Bref, Civil War, vraiment, ça appuie ou ça fait mal. Vraiment. Ça dénonce la lâcheté, mais de tout le monde, ou de certains, on va dire, face en fait à la peur de perdre son précaré. Alors, honnêtement, c'est la vérité. Quand vous êtes en temps de paix relative, dans un pays comme le nôtre,
je rappelle, on est en démocratie, hein, on nous a encore pas muselé la presse, on n'a encore pas l'armée dans les rues, on n'est quand même pas arrêté au coin de la rue à chaque fois qu'on dit un truc. Voilà, ça m'énerve toujours quand je dis ouais, c'est pas une. Et quand j'entends des gens, enfin des cons, enfin il faut le dire quand même. Alors je suis désolée si vous faites partie des cons qui vont écouter ça, mais voilà, quand on est dans un pays libre, démocratique, dans une république. Voilà, on a le droit de dire ce qu'on veut. La preuve, il y a des cons qui disent ce qu'ils veulent. Voilà, donc non, mais voilà, quand vous entendez des conneries, des trucs révisionnistes, des choses qui sont absolument abominables, ou même des gens qui diffusent des fake news, qui font du populisme à outrance, mais sans qu'on les emmerde des masses. Euh, on appelle ça une démocratie. Voilà. Euh, Honnêtement, c'est difficile à entendre de nos jours parce que les gens dans une période de paix relative dans leur pays, ce qui est le cas actuellement, alors même s'il y a une guerre à nos portes, même si ça tripote assez et que ça tiraille des deux côtés, un côté de l'Atlantique, de l'autre côté vers l'Oural, où vous vous dites oh punaise, ça sent mauvais quand même cette histoire. Les gens, on a tous une vie. Voilà, on a une vie quotidienne, on a des gens à qui on tient, on a des biens qu'on a acquis ou qu'on a hérité, dont on a hérité. C'est notre précaré. Voilà. Alors c'est sûr qu'effectivement, on a toujours un peu peur de perdre ce qui est à nous. Et quand ça commence à teaser, les gens ont quelquefois la lâcheté de te dire bon ben moi je veux pas me mêler de ça parce que j'ai pas envie qu'on me prenne mes affaires. Alors je dis affaires, ça peut être une maison, une voiture, des économies, machin, quoi que ce soit. Mais voilà, on a toujours peur. Mais c'est normal. Voilà, c'est normal d'avoir peur de l'avenir, d'avoir peur de ce qui va se passer, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez entre guillemets les lâches ou les gens qui ont peur, hein, tout simplement, voilà, qui ont peur de l'avenir, qui ont peur de quoi que ce soit, puis vous avez les arrivistes. Voilà, les sans foi ni loi, qui oublient vite qu'une vie, ça vaut quand même beaucoup plus cher, que le pouvoir est beaucoup plus cher, que cette soif d'avoir un minimum de petits pouvoirs, vous savez, les petits chefs qu'on appelle. C'est un film qui vraiment appuie où ça fait mal. Mais je vous dis, attention, c'est un film dur, très utile dans notre monde actuel qui se délite petit à petit devant nos yeux, euh, assez rapidement quand même. Ça se sentait, hein, voilà, mais à l'heure de la désinformation et surtout des deepfakes qui sont d'ailleurs très bien expliqués dans le film. Euh, c'est un film à voir. Voilà. Après, je vous le dis, il est dur, il est anxiogène. Si vous aimez pas les scènes fortes et très révoltantes, hein, je parle notamment à un moment donné de ce moment-là avec une benne, vous comprendrez si vous le voyez. Il faut pas détourner le regard. Non, mais c'est un film qui a le mérite de montrer ce qui pourrait arriver. Alors là, ça se passe aux États-Unis. Bon, le contexte fait qu'on se pose la question quand même à un moment donné, mais ça peut arriver partout parce que il suffit de la peur des gens, parce que la peur mène au renfermement sur soi, alors sur soi, sur un pays, un état, ce que vous voulez, on s'en fout, hein, voilà, mène à l'étranger, on en a peur, celui d'à côté, on a peur, le voisin d'à côté, ouh, on n'est pas sûr, voilà, et à chaque fois, on est au courant que ça engendre des grosses merdes, hein, mondiales à chaque fois, mais bon, ça, on peut pas y toucher, enfin, je veux dire, nous, en tant qu'individus, c'est un peu compliqué, voilà, c'est des entités qui doivent bouger, voilà, mais là, c'est pareil, c'est ce que plus ou moins le film explique, mais du point de vue aussi de l'œil de la presse et notamment des photographes. C'est vrai qu'il y a toujours se dire est-ce qu'on montre pas, parce que l'opinion publique, quelquefois, n'est pas prête. Et si vous avez étudié l'histoire, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas sorties dans la presse ou qui n'ont pas été montrées parce que c'était intolérable. Voilà, parce que l'esprit humain, à un moment donné, mais n'importe lequel, hein,
au-delà d'une certaine limite, c'est très compliqué. Donc c'est vraiment un film qui montre que bah, la presse, et si vous connaissez des journalistes, des vrais, voilà, qui ont une carte de presse, hein, pas ceux qui font semblant, en tous les cas, qui coupent leurs informations et qui font très attention. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de carte de presse, mais qui font leur boulot, un vrai boulot de journaliste, hein, voilà, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui coupent les informations, qui recoupent les informations, qui s'assurent des informations, et surtout qui protègent ses sources, qui les balancent pas au premier venu, ou qui les inventent pas. Ça, c'est pas des journalistes. Si vous avez l'occasion de les soutenir, soutenez-les. Voilà. Après, toute parole est mesurée aussi dans certains journaux, et comme moi on me l'a enseigné, et que ça soit dans ma famille ou après mes professeurs d'histoire, ils m'ont toujours dit il faut lire les trois parties, il faut voir les trois parties, il faut lire les trois parties, c'est-à-dire le pour, le contre et ceux qui résument. Voilà. Vous ne pouvez pas comprendre certaines choses si vous n'avez pas lu les tenants et les aboutissants d'un conflit. Parce que c'est pas possible. Si vous voyez qu'une seule partie de l'histoire ou une seule partie de l'information, bah c'est pas possible. Voilà. Donc, vu le contexte actuel, voilà, lisez tout. Hein, voilà, essayez de lire tout ce qui se dit, que ça soit bon ou pas, pro ou contre, parce que ça va vous donner la possibilité, et c'est ce que le film montre, la possibilité de se faire une opinion par soi-même, de devenir critique par soi-même, parce que si vous gobez, d'ailleurs c'est à peu près le discours en filigrane qu'elle dit à un moment donné, notamment sur une photo, mais si on montre pas, si on comprend pas, si on ne regarde pas, on n'est pas manipulé, on est avec des œillères, c'est-à-dire qu'on va voir qu'une chose qui nous arrange. C'est ce que je parlais de précaré tout à l'heure. Ça va nous arranger de pas regarder vraiment ce qui se passe à côté, de fermer les yeux en se disant non mais de toute façon moi je regarde pas, ça me concerne pas. Bah oui, quelquefois ça concerne. Voilà. Donc vraiment Civil War, très beau film, mais voilà, pas facile, hein, surtout en ce moment. Alors deuxième film, dans le style pas facile non plus, mais peu différent. C'est le tableau volé de Pascal Bonitzer. Alors c'était un film que je voulais voir au ciné, et évidemment la gourdasse a laissé passer, et mon petit cinéma où j'ai l'habitude d'aller tout le temps l'a retiré de l'affiche assez rapidement, et évidemment plaf, voilà, je l'avais pas vu, donc j'ai attendu qu'il sorte sur Canal. Donc en fait on est avec André Masson, qui est un communautaire-priseur dans une célèbre maison de vente, donc style, voilà, c'est une maison de vente inventée, mais voilà, vous imaginez les grosses maisons, et qui reçoit un jour un courrier d'un notaire qui dit avoir découvert, en tous les cas lors d'une succession, en fait c'est même pas une succession, c'est un viager, donc de l'entérinement d'un viager, une toile d'Egon Schiele, qui est dans la maison, le pavillon, un pavillon ouvrier, d'un jeune ouvrier, très très simple, mais voilà, alors il est un peu sceptique, le premier priseur, mais il va quand même se rendre sur place pour voir, et il va se rendre avec son assistante, et il va se rendre à l'évidence, en fait c'est vraiment un authentique Schiele, un tableau qui avait disparu en 1939, qui avait été bien sûr, puisque ça parle de ça, de la spoliation par les nazis, des œuvres d'art, et en fait André Masson voit dans cet événement de découverte d'un Egon Schiele le sommet de sa carrière, c'est-à-dire que voilà, c'est un tableau mythique, en tous les cas un très grand tableau d'un très grand peintre, très coté, donc s'il arrive à le vendre très très cher, vous imaginez bien. Et en fait ça va être aussi le début d'une lutte aussi, qui va peut-être aussi mettre en péril sa carrière, parce que il y a des choses qui sont étranges. Bon, il va être aidé en cela par son ex-femme et une collègue aussi, qui a été sa collègue pendant longtemps, et par sa stagiaire qui est quand même assez fantasque, assez étrange. Elle est quand même un peu borderline quelquefois celle-là, mais voilà. Alors c'est un très très joli film.
qui est pas du tout, qui est peu linéaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça, vraiment, que le film presque vaut le coup dans son entièreté. Mais le principal, vraiment, objet d'attention de ce film, et c'est le personnage de ce jeune ouvrier, qui est un peu le fil rouge, mais qui est derrière le fil rouge. Parce qu'on pense que c'est plus le Egon Schiele, la façon de traiter des commissaires-priseurs, machin, de l'histoire. Mais non, c'est lui en fait. Euh, qui reste droit dans ses bottes, dans la vraie vie, qui reste campé dans la vraie vie. Et qui d'ailleurs bouleverse le téléspectateur parce que on s'attend pas pour un jeune homme de son âge, parce qu'il est relativement jeune, à ce côté carré, quoi. Voilà, et vraiment qui bouleverse le spectateur jusqu'à la fin, y compris moi d'ailleurs par la même occasion. Alors, c'est vrai que entre le commissaire priseur et son assistante qui est à la limite gaffeuse et un peu barrée, c'est un très très joli film qui d'ailleurs parle de cette quête éperdue de retrouver toutes les œuvres d'art qui ont été spoliées par les nazis. Et là, on sait, en fouillant, enfin quand il fouille, pourquoi l'ancien propriétaire de la maison avait ces tableaux. Bah voilà, on arrive à comprendre que c'était un sympathisant du nazi, qu'il avait récupéré, voire plus si affinité d'ailleurs. Et petit à petit, on suit tout ça. C'est-à-dire qu'on suit les relations entre André et sa stagiaire, les relations entre André et son ex-femme, les relations entre André et son patron, avec ses collègues, avec les hauts et les bas de la découverte, et comment vendre ce tableau, parce que bah, c'est un peu compliqué. Et puis, quand on le vendra, qu'est-ce qu'on fait pour la gloire de son propre ego en tant que commissaire-priseur, de sa firme, enfin de son cabinet, la maison, en tous les cas de la maison des ventes, quoi faire du pactole, qu'est-ce que va faire la famille qui l'a vendu du pactole, et en fait, sans la fin qu'on va prendre en pleine tête, c'est un film qui se rapprocherait des films qu'on a déjà vus sur la spoliation des biens pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il y a eu un très très beau film avec Hélène Mirren, etc. Il y en a plein, il y a quelques films comme ça qui sont vraiment magnifiques. Mais en fait, c'est la décision de ce jeune ouvrier, de ce jeune homme, parce qu'il est vraiment jeune, euh, qui accepte la main tendue des ayants droit des premiers propriétaires de ce tableau, suite à la vente qui va se faire. Et la façon dont il remercie le commissaire-priseur des mois plus tard pour cette vente et l'utilisation qu'il va faire de cet argent, donc je vous laisse deviner si vous y allez, et sa droiture qui font que vous restez mais béat d'admiration devant ce garçon assez simple qui en fait contrebalance l'horreur que le vieil homme et à qui il avait, enfin sa maman, ses parents et lui après à qui l'usufruit de cette maison, ça contrebalance ce que le vieil homme avait fait, la haine qu'il avait éprouvée pendant des années. Voilà. C'est vraiment un joli film, très émouvant, parce qu'à l'écoute de la lettre qu'il envoie au commissaire-priseur, et au questionnement qu'elle engendre chez le téléspectateur aussi, fait que c'est un film bouleversant. Et en fait, la question qui se pose au générique final, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place. Voilà. Je vous laisse regarder le film et répondre à la question. Moi, j'avais la réponse à la question bien avant, mais bon, mais par le fait que je connais aussi beaucoup cette période-là et que j'en ai parlé, je me suis toujours dit qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Ce film est arrivé et je me suis dit tiens, il pose la question qu'on m'avait posée il y a des années et des années. J'ai toujours la même réponse. Donc comme quoi, voilà.
On va faire le documentaire. Alors, documentaire, c'est un documentaire sur Arte qui s'appelle Vincent Lindon, Cœur sanglant. Ça a été mis partout. Alors, je suis pas particulière fan de Vincent Lindon, mais c'est un acteur dont j'ai toujours apprécié grandement les rôles. Sa façon, ses choix, sa façon un peu, voilà, ça va rejoindre le film dont je viens de parler, cette façon un peu droite dans ses bottes de défendre sa volonté de ne pas ronronner dans des rôles faciles. Euh, alors c'est un documentaire où il est face cam tout le temps, il est seul, il est tout seul, seul en scène, et on découvre en fait un homme tourmenté, profondément seul, profondément triste, qui se sent mal aimé depuis son enfance, qui se pense jamais à sa place, même quand on lui fait des honneurs, il se sent toujours un peu, bah oui, pas à sa place, un peu un usurpateur, on dirait qu'il n'est pas là où il faut. Pourtant, il sait qu'il a du talent, il sait qu'il peut faire des grandes choses, il sait que c'est un bon acteur et qu'il mérite plus ou moins ses prix. Mais il y a toujours ce côté... Alors, c'est même pas le syndrome de l'imposteur, c'est même plus que ça, c'est vraiment, il se sent profondément pas à sa place. Les seules choses, entre guillemets, les seuls moments où il est, même si quelquefois il est un peu bizarre, mais les seuls moments où il est, on va dire, heureux, c'est quand il fait... Alors, en fait, on apprend qu'il fait tout le temps des vocaux aux gens qu'il aime, ou aux gens avec qui il discute, parce qu'il le dit. Euh, il dit, je gardais mes vocaux, après, le jour de ma mort, vous les diffuserez ou pas. Vous les garderez ou pas, vous les effacerez ou pas, mais vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà. Et en fait, il balance ce qu'il a sur le cœur, voilà. Et les vrais moments où il est profondément heureux et fier, alors de lui, oui, un peu, c'est quand il s'adresse à ses enfants. Voilà, quand il parle à sa fille, à son fils, visiblement, et qu'il leur fait des vocaux, d'ailleurs plusieurs fois par jour, euh, il est heureux là, voilà. Mais le reste du temps, il est, il est à la fois irritant parce que quelquefois il peut être assez brut de décoffrage et il est un peu énervant enfin énervant dans le sens où on se dit enfin on a envie de le remuer, on a envie de lui dire non mais attends. Arrête de te poser des questions comme ça, quoi. Enfin, prends ce que tu as comme ça vient. Mais non, en fait, il est juste euh, un être humain qui a des blessures d'enfance qu'il n'a jamais cautérisé des masses, qui le font toujours souffrir, même quand il peut être heureux, ah ben il n'est pas heureux. Il le dit lui-même, hein, même les moments où il aurait pu être heureux, où il a été heureux, il y a toujours cette part de lui-même qui lui arrache le cœur. Mais il redevient un gosse, quelquefois. Par exemple, quand on le propulse président du Festival de Cannes, où il se dit, mais pourquoi ils me font ça, bah là, c'est un gosse. C'est-à-dire qu'il trépigne comme un gamin de 5 ans qui a eu le jouet qu'il voulait, mais qui est toujours contrebalancé par ce côté où il se dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Mais pourquoi ils me prennent moi, je suis nulle. Voilà. Parce que c'est un mec entier, c'est-à-dire qu'il a des convictions, il a des luttes, qu'on aime ou pas, qu'on adhère ou pas, qu'on comprend ou pas, ça c'est la question, on s'en fout, mais il transige pas. Voilà. Il est droit dans ses bottes, il a décidé d'être comme ça, on le prend comme il est. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que quelquefois il est un peu dur avec lui-même ou même un peu irritant ou parce qu'en fait il est à la fois irritant et touchant, énervant et tendre. Voilà, comme quoi voilà. Mais il est foncièrement émouvant. On se dit quand même il est pas heureux ce garçon. Voilà. Mais ça se ressent dans ses films. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez vu d'Argent et de sang, l'excellente série sur Canal+. Mais ça se sent dans son interprétation. D'ailleurs, d'après ce qu'il dit dans ce documentaire de Arte, on comprend les regards et
et les soupirs qu'il peut pousser dans la relation qu'il a avec sa fille fictive dans cette série. C'est assez étonnant, et alors c'est guère étonnant les rôles qu'il prend, qu'il décide d'avoir, voilà. Moi j'aimais bien, j'aime bien comme acteur, et là cette forme d'introspection, il faut le faire, hein, de faire un documentaire comme ça, sur son métier d'acteur, sur la célébrité, sur ses failles à lui, il faut le faire. Il faut avoir, excusez-moi du terme vulgaire, il faut avoir les couilles pour le faire, quoi. Parce que je suis pas sûre que tout le monde accepte de se mettre à nu comme il le fait, au risque que les gens le prennent mal, que les gens le mettent à part, disant oh là là, c'est un emmerdeur, il a des problèmes d'ego, il a des problèmes, des fissures qui vont nous foutre en l'air, machin. Non, 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 il s'en fout, il se dit c'est comme ça, c'est pas autrement et tout, mais c'est un très très beau documentaire. Après, voilà, c'est pareil, il faut pas avoir trop de blessures soi-même pour regarder ça, parce que sinon vous finissez en larmes devant le documentaire. Voilà, mais c'est un très très beau documentaire, moi j'ai bien aimé, et franchement, il est étonnant, il est à part, hein, dans le, dans le paysage du cinéma, je pense, hein. Vraiment très très à part. Et donc dernière série, c'est une série sur Canal+, qui s'appelle Conflict. Alors, quand je dois avouer, quand je l'ai repérée, quand elle est sortie, j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit, oh là, ça sent pas bon ça. Enfin, ça sent pas bon. Oh là, c'est bien dans la mouvance actuelle. Alors, on est en Finlande, qui, je rappelle, est le pays nordique qui a le plus de frontières avec la Russie, et non pas comme beaucoup pensent, à tort, et que j'entends... Alors, parce que j'entends, j'ai lu, et j'ai entendu, mais j'ai lu surtout, et j'ai entendu aussi sur une vidéo de YouTube, je crois. Oui, je crois. Il y a le fameux piège à loup de Nord qui sort là, enfin, qui est sorti au mois de mars, que je lirai d'ailleurs au mois d'avril, qui parle d'ailleurs de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale en Norvège, etc. Et alors le nombre de personnes qui sortent, ah oui, mais la Norvège a tellement de frontières, des kilomètres de frontières avec la Russie, des milliers de kilomètres. Non, c'est la Finlande. Voilà, donc il faut vraiment à un moment donné essayer quand vous lisez un truc sur la Seconde Guerre mondiale, essayez de vous renseigner avant de dire des grosses conneries, parce que c'est assez calamiteux quand même. Donc on est là en Finlande, le vrai pays. Je rappelle, Finlande, guerre d'hiver avec la Russie, décembre 39, début 40. Ça a charclé des deux côtés, simplement la petite Finlande qui était née en 1917, de la révolution bolchevique d'ailleurs, a tenu tête à la puissante armée rouge, bon, qui était un peu arrivée la fleur au fusil, en mode tout va bien, madame la marquise, hein, qui s'est pris les pieds dans le tapis. Voilà. La Finlande a toujours ce truc-là, c'est-à-dire qu'ils ont ce côté résistance, mais ils ont des milliers de kilomètres avec la Russie en commun, sachant que pendant quelques siècles, on va dire, ils ont été avant aux Suédois, mais après à l'Empire impérial russe. Donc, vous voyez le truc, ils sont assez mal foutus. Alors là, on est dans une Finlande, on va dire, d'anticipation, parallèle, anticipation, mais en tous les cas, là, on est au solstice d'été, dans une des péninsules de Hanko, donc qui est au sud du pays. Et tout le monde se prépare tranquillement à ce solstice d'été. Il y a des jeunes qui sont dans un camp, des gens qui font leur service militaire, mais des jeunes gens qui sont là, des soldats de métier qui les entourent, etc. Et il y a un échange avec l'armée américaine. Il y a un soldat américain qui est au milieu des troupes, voilà, qui est là pour stage d'observation. Tout va bien, madame la marquise, jusqu'au moment où ils vont voir débarquer des soldats parachutés sur cette péninsule, non identifiables. Et très rapidement, toutes les communications sont coupées. Il y a tous les otages, enfin tous les civils de cette île qui sont pris en otage. Il y a une poignée d'hommes et de femmes qui étaient en patrouille sur cette zone-là,
donc qui va devenir une zone occupée, qui vont être livrés littéralement à eux-mêmes. De l'autre côté, il y a un commandant qui commande cette unité militaire, enfin une unité militaire qui va se retrouver au milieu de la bataille pour aller récupérer sa femme et sa fille, qui va s'associer à des citoyens qui décident de résister, parce qu'on ne sait pas qui sont ces ennemis qui viennent de débarquer sur leur péninsule. Et bien sûr, ça alerte Helsinki, la capitale, notamment la présidente, qui se retrouve à essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Tout ça poussé par un Premier ministre qui veut tout simplement récupérer la tête du pouvoir, mais qui n'est pas si clair que ça, et qui, avec une pression internationale et notamment américaine, pour récupérer le jeune soldat américain qui n'est autre que le petit-fils d'un sénateur américain. Alors, tout ça, bonjour le bordel. Et la présidente, donc, Saaristo, elle se retrouve en première ligne parce que, selon ses décisions, soit elle va embraser l'Europe et elle va foutre le bordel dans le monde entier parce qu'elle aura engagé contre ses troupes ennemies qu'elle ne sait pas qui c'est et qu'elle subodore, tout le monde subodore, qui pense que c'est le voisin d'à côté, voilà, mais qui sont pas sûrs. Donc tant qu'on n'est pas sûr, on peut pas engager contre un pays qu'on ne sait pas sûr. Enfin, on est bien d'accord avec la question. Voilà, donc tout ça, ça pose le problème. Alors, c'est une série qui commence en fait véritablement par des grandes manœuvres et qui va continuer tout le long par un jeu de dupes grandeur nature. Mais vraiment grandeur nature, enfin grandeur nature de la Finlande, hein, voilà. Avec véritablement des perspectives et des répercussions plutôt politiques, des tensions militaires, des coups fourrés, notamment entre le Premier ministre qui gère et en fait discute de son côté, hein, Koulos. Ah bah oui, Koulos. Et la présidente, qui en fait est une femme libre, libérée, pas facile à manœuvrer d'ailleurs, elle se relève assez à poigne, la bête. Et de l'autre côté, on a tous ces jeunes recrues, ces aspirants militaires, leurs instructeurs aussi, qui voient en fait débarquer des vrais soldats armés jusqu'au cou, dans cette île-là, qui est vraiment au large de la Finlande, mais qui appartient à la Finlande, et qui semble vouloir annexer le pays, île par île, pour finir, bien sûr, pour renverser le pouvoir. Alors, tout le truc, c'est que on ne sait pas qui c'est en face, et que, en fait, ces jeunes gens décident de riposter, mais ce qui arrive, les opposants sont supérieurs en nombre, supérieurs en armes, et surtout, la troupe est vite séparée. Alors, chaque épisode voit l'avancée des assaillants, ou le blocage des assaillants, voit la résistance des Finlandais, et les choix de la présidente, à des moments cruciaux, à droite, un peu à gauche. La saison s'achève sur un rebondissement qui pourrait, je pense, faire une excellente base de départ pour une saison 2. Même s'il n'y a pas de saison 2, je pense que c'est suffisamment ouvert pour que le téléspectateur se pose la question de ce qui va se passer ou pas. C'est une série agréable, qui tient en haleine, suffisamment pour la regarder sans se poser trop de questions. Il y a 2-3 moments plus calmes et qui d'ailleurs sont un peu moins intéressants, mais qui sont là pour un peu descendre la pression, je pense. Alors c'est une bonne série d'anticipation qui est malheureusement assez actuelle et qui fait un peu froid dans le dos, bien sûr, tu m'étonnes. Voilà, sachant que par moment, et on le voit parce que par exemple il y a le mot Sisu sur les voitures militaires finlandaises, donc discrètement, mais en tous les cas évidemment la série pointe cette guerre d'hiver face à la Russie.
qui est reprise par les politiques, par deux, trois personnes comme ça, qui font référence, alors sans explicitement le dire, mais on comprend que c'est quelque chose qui est rentré dans le caractère des Finlandais qui disent, bah attendez, nous on a résisté à l'époque, bah, on va le faire encore maintenant. Voilà. Alors après se pose la question de qui a sauté sur l'île. C'est assez surprenant. Voilà. C'est très ouvert, mais c'est très très surprenant. Voilà. C'est pas manichéen. C'est pas les méchants sont d'un côté, les gentils sont de l'autre, non. C'est quand même assez ambigu, mais très bonne série. Après, je vous dis, hein, c'est anxiogène. Ah, là, en gros, entre Civil War et celui-là, si vous en sortez vivant, bravo. Hein. Ah bah oui. Voilà, avec Vincent Lindon au milieu, ça, je vous ai plombé. Je vous ai plombé le moral. Bref, non, mais c'est une bonne série. Voilà. Après, il y a plein d'autres séries qui sont vraiment très très bonnes. Mais je vous dis, voilà, c'est ce que moi j'ai regardé en mars et ce qui m'a marqué. Voilà. Après, j'ai continué Wisting saison 2, qui est pas mal du tout. Et je vous dis, j'attends Andorre fin avril. Je crois qu'il arrive le 22. Voilà, alors par contre, après, j'ai noté 2 films que je regarderai en avril, tranquille. C'est 2 films que j'ai loupés en salle, mais qui sont sur Canal, et c'est 2 films que je voulais absolument voir. Un, c'est Un homme en fuite, parce que j'aime beaucoup Léa Drucker comme actrice, je la trouve formidable. C'est une des actrices françaises véritablement dont je ne loupe pas les films alors qu'ils passent à la télévision ou les séries, etc. Voilà, il y en a quelques-unes comme ça que vraiment j'aime beaucoup. Et puis il y a aussi Bastien Bouillon, j'aime beaucoup comme acteur, je trouve qu'il est toujours assez juste. Et le deuxième, c'est un film alors vraiment que je suis pas allée à voir en salle, mais dont une de mes copines, Clotilde, pour ne pas la nommer, enfin Clo, si tu passes par là, je sais qu'elle passe par là, elle les écoute, m'avait véritablement vanté le film en me disant vas-y, t'arrêtes pas au résumé, il faut y aller, ça s'appelle une affaire de principe, c'est sur l'histoire en fait d'une espèce de complot qui vise à déstabiliser les instances européennes suite à une question sur un commissaire de santé qui est limogé, etc. C'est tiré de faits réels qui sont passés en 2012. Voilà, et donc franchement, c'est. Alors, en plus, il y a un acteur que j'adore, un acteur belge qui s'appelle Bouli Landers, que j'aime beaucoup. Donc c'était évident que je voulais aller le voir, mais bon, à l'époque je crois qu'il n'était pas resté très longtemps au ciné, en tous les cas dans mon ciné, donc voilà, je le regarderai. Et j'ai commencé, alors je peux pas en parler maintenant, mais j'ai commencé à regarder un documentaire culinaire qui s'appelle Les Racines du goût, qui est fait par en fait un jeune chef qui rencontre des célébrités et qui les fait voyager dans le monde, mais surtout dans leur passé, sur les traces de leur généalogie, et qui est mêlé au patrimoine culinaire de leur famille. Voilà. J'ai commencé à regarder celui avec Florence Pugh, évidemment, cuisine britannique, vous imaginez bien que j'ai sauté dessus comme la peste sur le monde. Je vais regarder celui de James Marden, parce que j'aime bien comme acteur, et en plus je crois qu'ils vont en Allemagne, et j'ai vu qu'il y avait Justin Theroux aussi. Alors je suis pas grande fan de Theroux, hein, mais comme il va en Italie, j'aimerais bien voir un peu comment il joue. Enfin, comment il joue, comment il se comporte, parce que je sais qu'il avait je crois que sa grand-mère était italienne, ou je sais pas quoi, enfin bref. Voilà. Et évidemment, Andorre, à la fin du mois d'avril, inutile de vous dire que je suis déjà devant la télévision. Voilà. Et malheureusement pour vous, la Formule 1 a recommencé. Voilà à quoi je passe mes week-ends. La Formule 1. Voilà, donc ce programme culturel est terminé. J'espère que cela vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, n'oubliez pas de me dire s'il y en a certains que vous avez vus, que vous allez aller voir à cause de moi ou grâce à moi. Si certains, vous n'allez même pas aller les voir, mais même pas en rêve que je vais aller voir un film anxiogène, commence pas Lisa, tu nous énerves. Voilà, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas, petit pouce, si vous voulez regarder toutes les vidéos ou écouter certaines comme celle-là.
abonnez-vous, enfin blablabla, etc. Je vois certains, alors j'ai regardé la fois, il y a des gens qui s'abonnent et qui voient une vidéo qui se désabonnent. C'est quoi le principe en fait? Je sais pas, je comprends pas le principe de s'abonner pour voir une vidéo ou deux vidéos, puis se désabonner, puis en plus c'est les mêmes, hein, qui se réabonnent dès qu'une vidéo sort, qui se désabonnent après la vidéo. Je comprends pas vraiment le principe du truc. Bon, bref. Sinon, prochaine vidéo, qu'est-ce que c'est la prochaine vidéo? Alors, prochaine vidéo, c'est la pile à lire d'avril, et suivra le point lecture, parce que je pense que, honnêtement, là j'enregistre le 21 mars, parce que je suis un peu... non, le 26 mars, 5 mars, pardon, puisque ça sort le 26. Le 25, on est le 25 aujourd'hui. Oh là là, ça va pas mieux. Le 25, je suis pratiquement à la fin de mes lectures, donc ça sortira, le point de lecture sortira début mars, début avril. Donc voilà, prochaine vidéo, pas de visu, hein, avec des photos. La pile à lire d'avril, parce que j'ai pas tous les livres, donc voilà, je voulais le faire de visu, puis bah non. Et viendra au mois de mars une vidéo de visu avec les livres que j'ai lus l'année dernière d'histoire. Il y en a 7 que je n'ai pas chroniqués, que je me suis aperçue à la fin de l'année que je les avais pas chroniqués. La dinde, puisque vous savez que très souvent je faisais des vidéos de livres d'histoire, vraiment histoire. Et l'année dernière, j'ai oublié, mais complètement. Donc je suis allée les récupérer, je les ai pas loin, mais voilà, je suis allée les noter et j'ai vu que j'en avais 7 qui n'avaient pas été chroniqués sur mes tablettes. Je me suis dit, c'est vraiment vraiment une gourde à ce niveau-là. Voilà, donc vous aurez ça. Et puis après, comme on me l'a demandé, vous aurez dans les mois qui viennent, au moins avant la fin juin, parce qu'après vous savez que c'est que de audio, hein, après moi je meurs. Déjà début juin je commence à crever dans l'appart, donc voilà, fin juin c'est même pas la peine d'y penser. Vous aurez mes meilleurs livres de 2018-2019. Alors j'avais fait une vidéo où j'avais montré ce que j'avais lu, mais là je vais vous les détailler quand même un peu plus. Je vais vraiment prendre ceux que je vous recommande de lire. Voilà. Il y en a certains, je pense, qui ont été très peu exposés. Donc ça va me faire plus plaisir de vous les montrer. Voilà. Je ferai peut-être 2018, 2019, 2020, 2021. Peut-être 2022 si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'aille jusqu'à 2021-22. Parce que je sais qu'il y a plus de gens qui sont arrivés vers 22, 23. 24 sur la chaîne, donc si ça vous intéresse jusqu'à 2022. Après 23-24, les vidéos fin d'année sont accessibles, hein, les bilans vous les voyez, voilà. Mais ça serait pas mal de me dire si 18, 19, 20, 21, 22, je crois, ça suffira amplement, ça fera quand même 5 vidéos. Donc, allez. Voilà, merci d'avoir suivi ce programme culturel. Faites attention à vous, oui, il y a le pollen et il y a les rhumes. Et en plus, il y a la rubéole ou la rougeole, enfin un des deux qui recommence. Super. Oh punaise, on va pas s'en sortir, ça et la situation mondiale actuelle. Il va falloir qu'on arrive jusqu'à l'été quand même. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Allez, courage. Force et honneur, comme diraient certaines personnes. Oui, ouais, vous savez de qui je parle. Ciao.